Comment dit-on Chine en russe? On dit Kitaï, un nom qui vient des Khitans, un peuple nomade originaire du nord de la Chine, actif surtout entre le Xe et le XIIe siècle. À cette époque, ce peuple contrôlait une partie des routes de la soie. C'est à ce moment-là que les Russes ont appelé la Chine le pays des Kitaï. Ce nom ancestral nous rappelle que les relations Chine-Russie ne datent pas d'hier. Et si aujourd'hui les deux régimes semblent sympathiser, les interactions entre ces deux géants n'ont pas toujours été au beau fixe. Alors Chine, Russie sont-ils de vrais alliés ou des faux amis? Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai posé la question à Marie Iliquin, chercheuse spécialisée dans l'Asie centrale. Dans cet épisode, nous parlons ensemble de Bitcoin, d'énergie, de Taïwan, de symbolique des nombres en Chine, de soviétisme, de maoïsme et de bien d'autres sujets encore. Bonne écoute à toutes et à tous. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère! Quel caractère! Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez! Avant qu'on rentre dans le vif de l'actualité, est-ce que, Marie, tu pourrais te présenter un peu et nous dire comment est-ce que tu en es venue à étudier la Chine, à étudier la Russie, étudier l'Asie centrale, tous ces sujets différents. Comment est-ce que tu es arrivé à ces centres d'intérêt? Merci beaucoup pour ton invitation. C'est mon intérêt pour la Chine, il est assez ancien parce que j'ai grandi au Havre, en Normandie, et donc il y a le campus de Sciences Po Asie qui est installé là-bas depuis un certain temps. Et donc quand je suis arrivée au collège et au lycée, c'est aussi l'époque où on a commencé à ouvrir des classes de LV2 chinois. Donc j'ai été la première session d'étudiants, enfin de collégiens à commencer le chinois en deuxième langue. J'ai eu beaucoup de chance parce que les enseignantes, c'était que des femmes, étaient toutes, sauf une chinoise. Et donc j'ai pu continuer ensuite au lycée à apprendre le chinois. Donc j'ai fait la même chose que beaucoup en classe européenne ou internationale, sauf que moi je l'ai fait en chinois. Donc au lieu d'apprendre de l'économie en allemand ou de l'histoire en anglais, je faisais de la SVT en chinois. Ce qui est très drôle quand on connaît mon intérêt pour les sciences dures, qui est très peu affirmé, mais voilà, ça m'a permis d'acquérir un niveau de chinois assez, je dirais pas qu'il était excellent, mais au moins il était détaillé sur certains sujets improbables. Et ça a été utile ensuite dans ma vie. Ensuite, je suis rentrée en classe prépa et là, le chinois était mis un peu de côté, mais j'ai continué avec des cours du soir à la fac. C'était douloureux de sortir à la fac à 21h pour aller apprendre le chinois, mais voilà, c'est un truc qui est resté et c'était un peu et ça l'est toujours d'ailleurs, ma pause, on va dire, d'apprendre la langue. Et en master, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un partenariat avec l'université de Lille et celle de Tongji à Shanghai, et donc de partir pendant un an. Et là, ça a été le coup d'accélérateur, parce que j'ai rencontré mon directeur de recherche, qui est ensuite devenu mon directeur de thèse. Lui, c'est un spécialiste de l'Asie centrale. Et à la fin de mon master, je ne savais pas du tout quoi faire. Et il m'a dit, mais pourquoi pas une thèse? C'est rarement comme ça qu'on commence, de ce que j'ai compris. C'est plutôt un désir affirmé plus en amont. Dans mon cas, c'était un peu des coups de chance de rencontres et de chercheurs avec qui je me suis très bien entendue. Et mon autre co-directeur était spécialiste de l'Europe. Donc on a relié nos trois sujets, Chine, Asie centrale, Europe, et c'était les routes de la soie. Et donc j'ai commencé ma thèse en 2018 sur ça. Donc, voilà, c'est un parcours qui est cohérent, mais qui a surtout bénéficié d'opportunités. D'accord. Alors, je voudrais revenir un peu sur tes débuts avec le chinois, avec la LV2, parce que c'est vrai que c'est peu commun. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que la mayonnaise est prise à ce moment-là? Est-ce que tu avais un intérêt pour la culture chinoise? Est-ce que c'est les caractères en tant que tels qui t'attiraient? Et qu'est-ce qui a fait que c'est une langue qui t'a intéressé? Pour être très transparente, moi je suis une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire dans la vie, mais je sais ce que je ne veux pas faire. Je savais que je voulais pas faire d'allemand. Je savais que l'espagnol, c'était pas trop ma tasse de thé non plus.
Et par élimination, il me restait le chinois. Ça venait d'ouvrir. J'ai fait une initiation. Et là, la curiosité, par contre, l'a emporté. J'ai jamais été très attirée par la grammaire. Et le chinois a l'avantage d'avoir un tout autre système par rapport aux langues latines qui correspondait beaucoup plus à ma façon de penser. C'était beaucoup plus logique pour moi de réfléchir dans l'organisation des phrases en chinois. Et donc, ça s'est fait comme ça, en fait, par élimination. Et puis, à l'époque, personne ne voyageait autour de moi. Je viens d'une famille où les gens voyagent assez peu, sont assez peu ouverts vers l'étranger. Donc, c'était nouveau, c'était la découverte. Quand on est ado, ça a aussi son charme, hein, de pouvoir sortir un peu de sa bulle. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et je voulais aussi te poser une question par rapport à ton expérience à Shanghai, parce que on entend souvent le retour d'expérience que les gens qui commencent à apprendre le chinois en France, malgré la qualité des professeurs et malgré la motivation, l'investissement que tu peux faire, souvent tu te retrouves après 2, 3 ans de chinois, tu débarques en Chine et tu te rends compte que en fait, ton chinois est pas suffisamment bon pour te débrouiller. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment aussi ou est-ce que tu as rapidement pu trouver tes marques à Shanghai? Non, je pense qu'il y a quand même une différence quand on a fait la LV2 ou la LV3. Et la majorité des personnes que j'ai rencontrées qui ont appris le chinois en France, c'était de la LV3. Moi, je faisais 8 heures de chinois par semaine. Donc, quand je suis arrivée à Shanghai, je pouvais largement me débrouiller. Pour moi, le gap, il a plutôt été de passer de je me débrouille dans la vie quotidienne à je peux avoir des vraies conversations avec les gens. Mais en tout cas, en arrivant sur place, trouver un appart, prendre une carte SIM, tout ça, ça n'a pas été une difficulté. Mais je vois bien ce que tu veux dire. Il y a plein de personnes qui commencent à apprendre, qui essaient aussi avec Duolingo, qui prennent des cours du soir, qui apprennent plutôt à la française d'ailleurs, plus à la chinoise en faisant un peu tous les jours, tous les matins. Et puis mes profs étaient chinoises et c'était très exigeant en termes d'apprentissage. Donc ça a été utile après, mais sur le moment, ça n'était pas forcément ce qui m'amusait le plus. Mais en tout cas, quand je suis arrivée à Shanghai, j'avais pas de difficulté sur ça. Et le fait d'avoir eu des enseignantes chinoises, ça m'a aussi beaucoup plus préparée, je pense, à l'intégration sur place. Euh, à Shanghai, l'université de Tongji, c'est une université qui à l'origine était allemande. Donc, j'aurais pu aller sur le campus et être avec les... Donc les étudiants sont séparés, hein, c'est les étudiants chinois d'un côté et internationaux de l'autre. Et moi, de mon côté, ça m'intéressait pas du tout de passer l'année avec des Allemands et des Français. Il n'y a pas de mal à le faire, hein, mais c'était un peu dommage pour moi d'aller à Shanghai et de faire ça. Donc j'ai décidé d'aller dans une coloc dans Shanghai avec des Chinois et ça a été beaucoup plus agréable pour moi. Voilà. Après, c'était deux hommes de mon âge et qui parlaient aussi anglais, qui avaient vécu à l'étranger. Donc ça faisait un pont entre nous qui était vraiment idéal pour les deux mondes. Ouais, et donc là, j'imagine, tu parlais principalement en chinois avec eux. C'était très mélangé. Ouais. C'était très mélangé et la particularité de cette année en Chine, c'est que j'ai aussi travaillé dans une crêperie bretonne comme job étudiant. Il y a une crêperie bretonne à Shanghai. Tous les Français qui y vivent bon, sont au moins allés déjeuner une fois là-bas. Et donc le patron était français. Son adjointe était chinoise. Euh, la manager était française. L'assistant de la manager était mongole et kazakh. Les cuisiniers étaient chinois. Le staff était soit chinois qui parlaient anglais, soit des American Canadian Born Chinese. Et il y avait une ou deux personnes françaises comme moi. Donc toute la journée, je passais d'une langue à une autre. Et c'était vraiment épuisant intellectuellement. Donc je rêvais dans toutes les langues et tout se mélangeait. Mais ça permettait voilà, une formation accélérée et en anglais et en chinois. Et d'ailleurs, en rentrant en France, je me suis rendu compte que mon anglais avait un accent chinois, ce qui faisait beaucoup rire les gens. Comme j'ai jamais étudié dans des pays euh, anglo-saxons, mon niveau d'anglais au départ avait vraiment cet accent chinois. Bon, après, l'accent français a repris le dessus, mais, mais voilà, c'était la petite anecdote sur place. Ouais, en plus, les crêpes, on sait que c'est quelque chose de très, très populaire en Chine. Ouais, Et ça a aidé aussi pour mon mal du pays de pas avoir accès au fromage, au moins je pouvais en avoir au resto. Et ça prêtait à des scènes assez cocasses de Chinois qui venaient manger dans ce resto et qui me demandaient des baguettes pour manger des galettes.
alors ils choisissaient toujours la même galette sur le menu parce que c'est la seule qui était en photo. Et c'était une galette saumon épinard, ce qui n'est pas forcément ce qu'on mangerait en France au premier lieu. Il y avait toute l'explication autour du cidre, qui était très drôle de devoir expliquer, bon bah voilà, c'est un jus de pomme pétillant, un peu alcoolisé, mais c'est pas très fort. Et bon, c'était nouveau. Et alors, quand on t'appelait dans le restaurant, est-ce qu'on te disait la Fu Yuan ou on te Oui. disait Xiao Jie ou... Non, faux yuan, et on claquait des doigts, et ça nous rendait dingue en tant que Français, parce que pour nous, c'est très mal poli de faire ça. Mais la plupart du temps, ça allait, et les jours où on était fatigué avec la manager qui était française, c'était un peu plus dur. Ouais, c'est incroyable comme expérience. Je pense qu'il y a pas beaucoup de Français qui ont dû passer par ce genre de choses, d'être appelé Fu Yuan par des Chinois. C'est vraiment, Et, tu le dis avec le recul, c'est pas commun. et donc, du coup, après ce master, tu t'installes en France. Et je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, tu as toujours l'occasion de parler chinois, de le lire, de l'écouter? Très peu. Très peu parce que bon, maintenant j'habite à Lille, je travaille à Bruxelles, donc je continue à prendre des cours de chinois et je suis retournée en Chine cet été pour les vacances, pour faire découvrir à mon conjoint, mais non, je suis assez refermée sur ça et contrairement à d'autres personnes avec qui tu as pu parler, je pense à Camille Brugier, euh, dans mon cas, j'ai pas baigné dans une culture internationale et les gens autour de moi s'intéressent pas forcément à la Chine. J'ai beaucoup plus de connaissances qui travaillent sur la Russie ou l'Asie centrale finalement. Mais donc on partage pas cette langue puisque je ne parle, en tout cas, je parle très très mal le russe. Mais ça donne lieu à des synergies intellectuelles aussi passionnantes. C'est la transition parfaite pour parler du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que on a un petit peu tendance, vu du point de vue français ou du moins du point de vue européen, à mettre la Russie et la Chine dans le même panier, en se disant, bon, bah, ils ont peut-être ce socle communiste en commun, ou ils ont ce point commun de faire partie non pas du monde, entre guillemets, développé, mais des pays émergents, et qui prennent de plus en plus de place sur la scène internationale. Mais aujourd'hui, la question que j'aimerais te poser, ou du moins que j'aimerais aborder avec toi, c'est de s'intéresser au fait de savoir si la Chine et la Russie sont si amis que ça, ou si semblables que ça, euh, puisqu'on voit historiquement qu'en fait, ils ont très souvent été plutôt antagonistes. Euh, Quel est ton point de vue à toi sur l'amitié sino-russe en 2025? Alors cette relation Chine-Russie, comme tu l'as dit, mais il faut bien d'abord comprendre que c'est pas du tout quelque chose de linéaire. Mais comme n'importe quel partenariat international, c'est des relations qui sont plus ou moins intenses ou chaotiques. Aujourd'hui, la Chine et la Russie, elles ont donc un partenariat stratégique. Donc on parle de coordination, etc. Que la relation, elle est arrivée plutôt à maturité, mais euh, on n'a pas non plus on n'a pas non plus l'utilisation du terme d'alliance à proprement parler. Xi Jinping et Vladimir Poutine sont meilleurs amis, mais en même temps, on n'a pas trop formalisé les choses. Parce que ça permet à chacun aussi de se positionner sur la scène internationale comme avec de la souplesse, sans rigidité. Euh, et, euh, et donc tu l'as mentionné de façon historique, c'est des relations qui ont évolué. Donc on pourrait penser effectivement à ce socle commun, communiste, soviétique, voilà, des idées partagées. Mais on en avait discuté dans les années 60-70, il y a eu un certain nombre de conflits. Bon, c'était la révolution culturelle en Chine et le pouvoir politique était quand même un peu fragilisé. En tout cas, la situation était loin d'être calme et tranquille en Chine. Et l'URSS en a profité pour venir grignoter des petits morceaux de territoire du côté de l'Asie centrale, d'essayer de reprendre le contrôle sur la province du Xinjiang, qui est d'ailleurs aujourd'hui un territoire extrêmement contrôlé sous la loupe de la part de la Chine. C'est une région complètement stratégique pour le gouvernement.
8 pays qui sont frontaliers de cette province. Il y a des gazoducs, des oléoducs qui circulent. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui, mais c'était déjà le cas à l'époque. Et donc, suite à ça, on a eu quand même des tensions entre les deux, donc l'URSS et la Chine. La Chine a eu une réponse qui était à la fois plutôt sur la défensive, mais aussi d'instaurer plutôt des pare-feux de sécurité. C'est aussi à cette époque-là qu'on va avoir le Bingtuan, donc le corps de production et de construction du Xinjiang qui va s'installer, se développer, et qui aujourd'hui, bon, a pas du tout la réputation qu'il avait à l'époque. Et donc finalement, ces contestations de frontières, ça va rester une zone de tension jusqu'à l'indépendance des pays centra-asiatiques, qui dans les années 90, voilà, vont prendre une toute autre place et une autre forme et permettre des nouvelles discussions de coopération diplomatique avec la Chine. D'accord. Donc en fait, à ce moment-là, au moment des conflits, la Chine ne s'est pas vraiment autorisé un conflit direct, a préféré céder un peu le pas pour ensuite arriver à négocier une meilleure relation avec ces pays-là. Bon, alors déjà, effectivement, s'opposer à l'URSS dans l'état économique euh, et l'instabilité globale qui était en Chine, c'était effectivement pas le mouvement le plus stratégique qu'on puisse faire du côté de la Chine. Et puis, ça a vraiment permis à l'indépendance en 1991 pour tous ces États d'avoir une discussion plus ouverte avec la Chine et ça a posé les prémices de la collaboration actuelle. C'était finalement un- une idée très stratégique de voilà, proposer un règlement pacifique de la question frontalière entre la Chine et les pays d'Asie centrale. Ça permettait voilà, de se positionner sur quelque chose de plus long terme et en n'étant pas non plus dans une confrontation frontale avec la Russie, ça permettait à la Chine de faire ce qu'elle fait aujourd'hui et qu'elle fait très bien, de pas empiéter sur ce qu'on peut entendre appeler l'arrière-cour stratégique de la Russie, qu'est l'Asie centrale. Bon, je pense qu'il faut quand même rendre leur autodétermination aux pays d'Asie centrale en premier lieu. Mais voilà, de créer une relation sur le long terme avec ces États et de se présenter comme une possibilité, une opportunité pour les pays d'Asie centrale. La Russie et la Chine ont cette interdépendance qui a été complètement bousculée par la guerre en Ukraine. La Chine prend quand même un peu ses distances. On n'a pas le projet Force de Sibérie 2, c'est encore quelque chose qui est en discussion. On sent que la Chine est quand même très mesurée et très réservée par rapport à ça. Et il y a d'autres acteurs qui entrent en ligne de compte. L'objectif quand même de Xi Jinping depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est aussi d'avoir une véritable diversification dans sa politique, de pas être dépendant d'un seul et même État. Donc c'est pas forcément dans son intérêt d'aller uniquement dans une coopération énergétique avec la Russie. Tu parlais de la guerre en Ukraine, qui est cette espèce de conflit de proxy entre un petit peu hérité de la guerre froide, où tu as l'URSS d'un côté, enfin la Russie d'un côté, et puis le bloc de l'Ouest de l'autre avec États-Unis, Europe, et la position chinoise qui est un petit peu délicate, puisque ils ont un peu par nature une position plutôt pacifiste, mais d'un autre côté, tu sens qu'ils sont un peu pris en tenaille, puisque ils ont, sans le faire directement, mais il y a quand même un appui. Alors, tu connais probablement mieux le sujet que moi, mais on a le sentiment qu'il y a quand même un soutien chinois plutôt derrière la Russie sur ce sujet-là. Et ça crée, disons que ça crée une potentialité de exponentielle du conflit, puisqu'effectivement, si jamais les choses escaladent, on peut imaginer potentiellement vraiment un bloc, entre guillemets, ouest-est. Est-ce que tu peux nous dire peut-être qu'est-ce qui fait toute la délicatesse de la position chinoise sur ce sujet? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus... pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point mesurés ou pourquoi est-ce qu'ils ne décident pas complètement de ne pas soutenir la Russie? Hmm. Alors, c'est assez intéressant ce que tu as dit au départ sur le non-interventionnisme parce que quand le projet des nouvelles routes de la soie a été lancé, le grand principe, et là vraiment on en mangeait à toutes les sauces, c'était le principe de non-ingérence dans les affaires étrangères. Et
On l'entend quand même beaucoup moins depuis 2 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'il a complètement disparu du discours chinois, mais c'est moins prédominant que ça n'a pu l'être. Euh, et ensuite, en ce qui concerne la situation, donc Chine, Russie, Ukraine, la Chine, elle joue sur 3 tableaux. La question du principe, la géopolitique et ses intérêts. Euh, Sur la question des principes, donc on a le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, l'égalité entre les États, respecter et défendre les principes de la Charte de l'ONU. Donc tout ça, c'est des choses que la Chine rappelle quand même dans ses discours, mais dans ses discours, elle reste aussi volontairement très générale. Voilà, on rappelle ces grandes idées, mais on va pas non plus nommer la Russie comme un agresseur. On va éviter de discuter les territoires occupés de façon très précise. Ça leur permet de préserver leurs relations avec Moscou. Donc ça, c'est quand même la première chose. On rappelle les grandes idées, les grandes coopérations, mais on rentre pas non plus dans le détail. Ensuite, on a la question géopolitique, qui va être quand même de rappeler que c'est pas seulement un conflit entre l'Ukraine et la Russie, pour la Chine. On touche quand même à une architecture de sécurité beaucoup plus globale. Ça, c'est ce que les dirigeants chinois ont rappelé aussi à plusieurs reprises. Ça va leur permettre de critiquer les risques d'escalade militaire, euh, qu'on ait la naissance de blocs militaires, que on soit, ah oui, vraiment aussi très très récurrent la question de mentalité de guerre froide, voilà, d'avoir cette notion de bloc qui revient. Et donc la Chine essaie de mettre en garde dans ses discours face à ça. Et donc d'avoir plutôt un ordre international qui serait plus multipolaire, où là on va s'aligner quand même plutôt sur les idées de l'Inde également, et donc de sortir dans cette logique nord-sud, est-ouest, de limiter les déséquilibres dans les questions sécuritaires. Et enfin, donc on a cette neutralité qui questionne tout le monde et qui est une neutralité de façade, évidemment, puisque on a pu prouver que on avait du matériel qui circulait de la Chine vers le front à travers les pays d'Asie centrale. Donc ça, c'était des drones, mais aussi tout type de marchandises. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes russes à la frontière entre la Chine et le Kazakhstan qui, voilà, ramenaient des voitures vers la Russie parce qu'il y a un besoin économique aussi. Et donc cette neutralité, voilà, elle est d'abord de façade. Et l'objectif que Pékin affiche, en tout cas, c'est de vouloir être neutre pour stabiliser l'environnement international. On se pose en tant que grande puissance en restant neutre. Et donc, c'est une situation très ambiguë et très difficile à gérer pour les Occidentaux, évidemment, parce que donc l'été dernier, quand on a eu la rencontre Union européenne-Chine, on avait quand même cette volonté du côté européen de dire mais il faut prendre parti parce qu'on a besoin de soutien euh, pour, euh, pour que cette guerre s'arrête. Et on sait très bien que la Chine aurait les moyens économiques de faire pression sur la Russie, tout comme beaucoup d'autres puissances à travers le monde. Mais cette neutralité, elle permet à la Chine de se dégager de ça. Et toi qui as un œil particulièrement attentif à ces pays d'Asie centrale, est-ce que tu peux nous dire quelle est la position, par exemple, du Kazakhstan quand ils voient passer ces véhicules, ces voitures, ces drones? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire, entre guillemets? Alors, ceux que j'ai vu passer, c'était plutôt par le Kirghizistan, qui n'a pas du tout la même position que le Kazakhstan. Avant l'invasion de l'Ukraine, on avait quand même des partenariats très forts entre les pays d'Asie centrale, surtout le Kazakhstan et le Kirghizistan et la Russie. Quand il y a eu les émeutes en janvier 2022 au Kazakhstan, voilà, la Russie a intervenu dans le cadre de l'OTSC. Euh, L'invasion de l'Ukraine, ça a quand même bien rebattu les cartes. Il faut aussi ajouter que la dépendance économique des pays d'Asie centrale à la Chine est également en nette croissance. Le Kirghizistan est très dépendant. 40% de la dette du Kirghizistan est détenue par la Chine. On a des projets qui continuent d'être signés qui risquent de les mettre en péril. Donc, euh, voilà, cette position, elle est un peu complexe et il faut bien dissocier celle de chacun des États d'Asie centrale.
Ceux qui ont vraiment sorti un peu leur épingle du jeu, je dirais que c'est le Kazakhstan parce que c'est eux les moins dépendants sur le plan économique et de la Russie et de la Chine. Et donc le président Tokayev s'est un peu positionné comme un quelqu'un qui pourrait faire la liaison dans ce conflit, un entremetteur, un diplomate, une zone neutre, presque la Suisse, on va dire, si on reprend un peu les clichés. Mais voilà, de pouvoir justement faire la liaison entre tous ces États. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi une situation très charnière pour les États d'Asie centrale, parce qu'on les décrit comme des puissances moyennes. On évite évidemment d'utiliser ce terme qui peut être un peu péjoratif ou mal interprété, mais moi je vais le prendre vraiment dans cette idée qu'on est sur des puissances qui émergent, dont on a besoin, puisque par exemple le Kazakhstan est un des principaux producteurs d'uranium dans le monde. La majorité de sa production est envoyée en Chine. Donc on a quand même des intérêts géostratégiques assez importants. Et donc ces États qui émergent peuvent justement devenir des puissances de médiation entre ces grands États. Et donc là, ce serait un nouvel équilibre très intéressant à étudier pour nous. D'accord, ouais, donc le Kazakhstan est un petit peu le pays à suivre en Asie centrale, puisqu'il a il a cette indépendance-là. Je me disais, s'il est moins dépendant de la Chine et moins de la Russie, ça veut dire que c'est un acteur important pour l'Union européenne. Oui, 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 bien sûr. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on rappelle aussi que l'Union européenne est le principal investisseur en Asie centrale, devant la Chine, et que là, on a beaucoup d'enjeux de communication, puisque c'est des projets qui sont très mal connus des populations centra-asiatiques. On entend évidemment beaucoup plus parler des nouvelles routes de la soie, des projets chinois en Asie centrale. Mais pour l'Union européenne, c'est une priorité. On a ce projet Global Gateway qui existe, qui est une espèce d'équivalent des nouvelles routes de la soie. Mais aujourd'hui, la stratégie de communication et d'investissement chinoise en Asie centrale est plus visible et plus efficace, et ça pose beaucoup de difficultés à l'Union européenne. Et alors, je voudrais te poser deux questions par rapport à ça. La première, ce serait un peu plus lié à l'actualité, puisque ces dernières semaines, on voit un petit peu un regain sur le terrain militaire, avec le président français qui essaie de relancer un petit peu, notamment l'intérêt des jeunes pour l'armée. On sent qu'il y a une espèce de montée d'un cran des tensions. Et est-ce que tu as le sentiment que justement par rapport à la complexité de l'Asie centrale actuellement, est-ce que tu peux imaginer que en cas de défaite ukrainienne, la Russie en fait continue ses ambitions expansionnistes, ou est-ce que tu vois ça plutôt comme la fin d'un conflit qui va se résorber et qui va revenir un petit peu à des positions entre guillemets classiques? Je pense que quand la Russie a envahi l'Ukraine, euh, personne n'avait prévu non seulement cette invasion, en tout cas pour en avoir discuté avec beaucoup de chercheurs spécialistes de la zone, personne n'avait anticipé cette invasion. On s'attendait plutôt à des attaques ciblées mais pas à une guerre de cette ampleur. Et je ne pense pas qu'on avait anticipé non plus la longueur des combats. Et voilà, quand la Russie a envahi l'Ukraine, on pensait qu'en quelques semaines, ce serait plié. Et en fait, pas du tout. Il y a une vraie résistance qui s'est mise en place. Donc, tirer des conclusions sur la politique russe, c'est un peu difficile. Mais oui, je pense que l'Union européenne et l'OTAN se préparent à ça dans un sens. Si Et je pense que ceux qui pourront le mieux en parler sont les personnes qui vivent dans les États baltes, qui se préparent à ça depuis beaucoup plus longtemps que nous. Forcément, si on est en Espagne ou si on est en Estonie, on n'a pas la même vision de l'ennemi russe voilà, on n'a pas les mêmes craintes d'invasion. On n'a pas le même passé non plus avec la Russie. Mais oui, c'est des États qui se préparent à ça, qui se préparent à riposter. On a des forces qui s'organisent et qui s'implémentent de plus en plus dans la zone. Euh, L'expansionnisme russe est une option, évidemment. Enfin, à partir du moment où l'Ukraine a été envahie et où on a quand même un certain nombre d'événements qui ont eu lieu depuis une vingtaine d'années, oui, c'est une possibilité à laquelle il faut se préparer. Maintenant, la façon de s'y préparer est très différente selon chaque pays européen. Euh,
On a voilà, différentes politiques qui sont mises en place. Euh, on va avoir la préparation des citoyens. Il y a la question de l'engagement des citoyens aussi, dans la réserve militaire, ramener les jeunes sur ces questions-là et ces sujets. Après, en France, les politiques qui sont menées sont, c'est aussi redécouvrir ces aspects-là. On n'a pas connu de conflits armés à proximité de nos territoires depuis très longtemps. Et moi, en tant voilà, une personne, en tout cas de moins de 30 ans, je me dis que voilà, ce dont j'ai entendu parler, les Secondes Guerres mondiales, etc., c'est très très loin de moi. Donc j'ai du mal à imaginer un conflit armé en Europe, mais c'est quelque chose auquel il faut qu'on se prépare. Après, ça prend des formes très différentes de celles qu'on a pu déjà voir avec les drones, les cyberattaques, l'intelligence artificielle. Il y a plein d'autres manières aujourd'hui de faire la guerre et qui peuvent nous impacter de façon très différente que juste des bombes qui tombent sur Paris. Et alors, après avoir parlé de l'Asie centrale, je voudrais t'emmener de l'autre côté pour parler d'un sujet qui est aussi assez présent dans l'actualité en ce moment, ce qui est la question de Taïwan. Mm. Récemment, la nouvelle première ministre japonaise a déclaré que en cas d'invasion militaire à Taïwan de la part de la Chine, le Japon soutiendrait économiquement Taïwan. La question que j'aimerais te poser, c'est de savoir à quel point la Chine, en fait, on sait que Xi Jinping aussi est pas éternel et que ça fait des années qu'il insiste sur sa volonté de la grande réunification chinoise entre la Chine mainland, la Chine continentale et Taïwan. Mais d'un autre côté, il y a tous ces enjeux-là déjà dans les pays d'Asie centraux et à l'ouest, le Xinjiang, etc. Est-ce que tu suis ça aussi de ton côté, de savoir si potentiellement, en cas de, entre guillemets, d'apaisement à l'ouest, ça leur donne peut-être une marge de manœuvre pour faire quelque chose à Taïwan? Est-ce que tu te poses la question de savoir comment ça va prendre forme? Est-ce que ça va être plutôt quelque chose un petit peu à la Hong Kong ou est-ce que ça pourrait potentiellement être quelque chose de beaucoup plus agressif avec l'envoi de troupes? Quel est ton regard un petit peu sur les ambitions chinoises à Taïwan dans les années qui viennent? Je pense que, comme tout le monde, je ne peux qu'avoir des hypothèses en fait sur les possibilités d'action sur Taïwan. Comme tu l'as très justement rappelé, il y a cette idée de réunir la Chine et donc l'horizon 2049 euh, va être un peu l'objectif cible à regarder. Est-ce que Taïwan sera intégré à la Chine d'ici 2049? Comme tu le disais également, Xi Jinping n'est pas éternel, il est peu probable qu'il soit là en 2049. Donc est-ce que ce sera un mouvement de sa part de vouloir le réintégrer avant de lâcher le pouvoir à un successeur? Et si c'est le cas, quel successeur qui va voilà, se positionner plus en amont sur la scène politique intérieure chinoise? Là, pareil, on a aussi assisté ces derniers temps à des purges à l'intérieur du gouvernement, des luttes anticorruption très importantes. On a peu de visibilité et je trouve aussi que plus on avance, moins on a de visibilité sur les affaires intérieures chinoises. Donc c'est assez difficile pour nous de faire émerger des grandes figures avec des opinions. Ensuite, sur voilà, ce qui peut se passer du côté de Taïwan, j'aimerais beaucoup recommander les travaux de Romain Gradiani, avec qui on a échangé cette semaine à Bruxelles et qui a écrit ce livre Les lois et les nombres. Euh, donc lui, c'est vraiment reprendre la logique des nombres en Chine antique et comment la Chine s'appuie sur des nombres et sur des lois pour pouvoir prévoir des événements. Et donc, je pense qu'on a tout un travail à faire de prévisibilité de ce que la Chine pourrait ou ne pourrait pas faire sur Taïwan. Maintenant, c'est difficile pour nous de savoir quels chiffres on va utiliser, mais ce que Romain Gradiani rappelait dans son livre, en s'inspirant des écrits de Sun Tzu, c'était que avant de faire la guerre, il faut déjà connaître les issues de la guerre. Et ça passe par des chiffres. Donc, ce sur quoi il faut se pencher, c'est finalement de quoi la Chine a besoin pour envahir Taïwan et qu'est-ce que ça va donner derrière. Sur le plan militaire, sur le plan économique, parce que voilà, il faut aussi rappeler, et on l'a vu avec Hong Kong,
qu'il ne s'agit pas seulement d'envahir un territoire et de le soumettre, c'est aussi tout ce qui se passe derrière. Et là, la Chine, elle est quand même très dépendante encore de Taïwan sur la production des semi-conducteurs. Voilà, il y a toute une logique derrière qui se crée. Et pour le moment, la Chine ne peut pas faire sans. Donc, voilà, il y a plein de scénarios possibles. On peut aussi voir ça sous le plan administratif. On a des très grandes différences culturelles, linguistiques. Donc si euh, Taïwan est réintégré dans la Chine, comment est-ce qu'on va gérer en fait tout ça? C'est plein de questions et plein de plans sur le long terme que j'essaie de voir, mais j'ai pas de réponse précise pour le moment à donner sur ça. C'est intéressant d'aborder ce côté des chiffres et de tout l'aspect culturel qu'il y a derrière et de voir aussi, de voir aussi dans quelle mesure la Chine va tirer les leçons du conflit ukrainien aussi, de savoir si peut-être ils vont éviter de s'embourber dans un conflit, de s'enliser pour des années dans un conflit et peut-être agir de façon plus subtile ou plus déguisée. Mais ouais, c'est super intéressant de suivre ça. Tu citais l'année 2049, est-ce que ça correspond à quelque chose de spécifique? Le centenaire de la République populaire de Chine. Ah, donc ce serait après 100 ans du lancement de la nouvelle Chine, d'avoir une Chine. L'objectif, c'est que Taïwan fasse partie de la République en 2049. D'accord. Ça fait partie des objectifs annoncés, en tout cas, tu le disais, cette idée de la grande unification, de ne faire qu'un. Et d'ailleurs, je peux encore renvoyer au livre de Romain Gradiani qui a écrit un chapitre sur ça, cette idée d'unification, qui est très importante aussi dans la construction politique chinoise. J'aimerais qu'on passe à une troisième partie qui serait plutôt les recommandations. Mais avant ça, j'avais une dernière question à te poser. Alors, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir le rafistoler à ce qu'on a dit précédemment, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que c'est une question que je ne peux pas poser à beaucoup de personnes. Ce serait en fait aborder le côté idéologique du soviétisme et du marxisme, puisque du côté russe, quand tu regardes un petit peu le lancement, les tout débuts de la révolution russe, tu sens que la, la définition de la classe prolétaire et des forces en puissance, de la lutte des classes, était vraiment clairement définie comme un milieu ouvrier, avec vraiment le côté industriel, tu vois, hérité de la révolution industrielle, où tu avais la classe des ouvriers qui devaient se libérer de leur chaîne, etc. Et en fait, ce soviétisme russe, quand il a dû s'adapter à la Chine et à la réalité de la Chine dans les années 40, 50, 60, en fait, il y avait assez peu d'ouvriers à ce moment-là, puisque la Chine n'était pas encore industrialisée. Et donc, le maoïsme, ça a été de voir comment est-ce que il pouvait adapter le marxisme en fait, à une société qui était principalement paysanne. Et en fait, ça a été un nouveau marxisme, entre guillemets, qui a été au départ rejeté par Moscou, puisque ça correspondait pas en fait à la définition type. Et ça entraîne toute une série de conséquences pour la définition, tu vois, de ce système. Évidemment, depuis, la Chine a beaucoup changé, elle s'est industrialisée, etc. Comment est-ce que tu vois, toi, ces différences-là entre guillemets, le soviétisme aujourd'hui en Russie et puis le côté communisme capitaliste chinois? Je pense que tu as tout à fait raison de souligner que ce sont des sociétés très différentes. Déjà, oui, effectivement, la question industrielle et agricole était complètement différente entre ces deux entités. Aujourd'hui, donc, la Chine, elle se définit comme une économie socialiste de marché, encore un terme très souple dans lequel on peut mettre aussi beaucoup de choses. Euh, sur le plan idéologique, il y a un travail très important qui a été fait euh, du côté, euh, du côté de Mao et de toutes les personnes qui travaillaient avec lui. Ça a été un travail de longue haleine, mais comme du côté russe également. Et donc, je suis pas du tout une spécialiste de comment s'est construite cette idéologie maoïste, puis ensuite comment ça a été repris à travers le temps. Mais je pourrais vraiment recommander le livre La cour de Mao
de Jean-Luc Doménac, qui, en fait, j'aime bien ce livre parce qu'il est, alors, on a des livres très historiques, mais là, on rentre un peu dans le côté gossip presque de ce qui se passait autour de Mao. Donc, qui avait quel logement et les conflits internes à cette époque-là. Et je trouve que c'est une façon d'appréhender les choses aussi intéressante. Faut quand même rappeler que à la fin de la Longue Marche, tout l'entourage de Mao était malade, souffrant, que lui, il avait tendance à tyranniser un peu aussi tout son entourage et à créer un environnement très dur. Donc ils avaient à la fois gagné et en même temps, ils ont été très affaiblis et très sensibilisés par la Longue Marche. Et donc ça, je trouve ça intéressant de voir aussi comment c'est créé ce régime et comment Mao a apporté beaucoup à la construction de la pensée politique chinoise dans un environnement où finalement ils étaient tous malades, ils fumaient tous énormément de cigarettes, enfin voilà, il y a, il y a toute une partie dans le livre qui traite de leur rapport aux médicaments, au thé, le fait qu'ils dormaient pas la nuit, enfin voilà, il y a plein de choses aussi comme ça, plein de détails que nous on prend en compte quand on étudie voilà l'histoire occidentale. On a tous étudié au collège et au lycée les maîtresses de Louis XIV qui faisait quoi pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, mais en fait, ces détails-là, ils sont aussi très importants à étudier. Donc, je pourrais que recommander cette lecture pour comprendre de l'intérieur comment s'est construite cette idéologie maoïste. Ouais, c'est super intéressant. J'ai lu récemment un ouvrage de Simon Leys, qui était Mhm. un Belge qui a vécu en Chine dans les années entre 1955 et jusqu'aux années 70, donc qui connaît très bien la Chine et qui a fait pas mal de bruit justement dans les années fin 60-70, puisque ça a été un des premiers à révéler un petit peu les côtés sombres du maoïsme. Et en fait, il a une métaphore assez parlante que je trouve assez juste. Il dit que Mao était un chef militaire extrêmement charismatique et très efficace, très intelligent, très stratégique. Et en fait, au moment où il s'est retrouvé au pouvoir et qu'il a dû être non plus chef militaire, mais tu vois, président ou du moins premier secrétaire en charge, en fait, il utilise le poème de Baudelaire où tu sais le goéland, je crois, ou c'est ça, les ailes de géant du goéland qui l'empêchent de marcher. Donc en fait, il se retrouve sur un bateau et non plus dans les airs avec des ailes, et donc il a tendance à en fait à créer des tempêtes pour se donner entre guillemets, se mettre du vent sous les ailes. Et il y a eu un petit peu ça quand tu regardes les décisions politiques de Mao dans les années 60-70. On a un peu le sentiment que c'était dans des situations d'accalmie où en fait il relance des espèces de tempêtes pour se donner de l'énergie. Et puis ça, en fait, ça a été désastreux pour la Chine. Mais ouais, c'est aussi une lecture que je recommande chaudement. Je trouve que c'est toujours hyper pertinent et très intéressant de voir comment ces années-là ont été vraiment charnières. Mais merci beaucoup pour toutes tes recommandations, c'est super intéressant. Il nous reste quelques minutes, alors peut-être on pourrait passer à la dernière partie pour que tu nous donnes un petit peu des recommandations sur les gens qui s'intéresseraient à ces enjeux en Asie centrale, peut-être d'autres ouvrages que tu connais ou des bonnes façons peut-être d'aborder ces sujets-là qui sont assez complexes. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, et ça rejoint tout à fait ce que tu étais en train de dire, c'est d'essayer d'appréhender ces espaces sur lesquels on a beaucoup de clichés, d'idées préconçues, en allant vers des lectures qui ne nous donnent pas l'impression d'une histoire linéaire et de choses qui se sont passées d'une seule et même façon, mais plutôt qui nous permettent de comprendre la pluralité des espaces, la pluralité des décisions. Je pense que le premier ouvrage qui m'a vraiment marqué sur la Chine, et c'est pas une lecture très très drôle, mais c'est le livre Stèle de Yang Jisheng. Donc c'est un historien qui revient sur la Grande Famine et qui, voilà, sur des centaines de pages, nous explique concrètement tout ce qui s'est passé dans 6 provinces chinoises.
Donc c'est absolument déprimant et triste et traumatisant comme livre, mais ça permet de vraiment comprendre à l'intérieur du pays ce qui s'est passé. Donc d'aller vers ce genre de façon de comprendre l'histoire et de comprendre la prise de décision parce que ça implique derrière aussi des trajectoires différentes à l'intérieur de la Chine. Et comme le rappellent aussi souvent des chercheurs chinois avec qui je travaille, on travaille pas de la même façon dans le nord et le sud de la Chine. Et donc prêter à la Chine une seule et même intention sans prendre en compte la différence de trajectoire économique et politique d'une province à une autre, ça brouille en fait pour nous notre perception de leurs décisions. Et ensuite, si je devais avoir une autre recommandation de lecture, moi j'ai été absolument absorbée par les livres de Sinjan, qui est donc romancière, journaliste anglaise, je crois, enfin sino-anglaise. Elle a écrit ce livre qui s'appelle Chinoise et donc elle parle beaucoup des femmes chinoises et c'est vrai que moi en tant que personne donc femme qui a vécu en Chine, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à me lier à la culture des femmes chinoises et à comprendre leur manière de voir le monde. Et ça m'a vraiment éclairée. Et en plus, elle travaille de façon intergénérationnelle, donc on suit des histoires de famille à travers le temps et c'est absolument fabuleux de pouvoir avoir accès à ce genre de façon de penser. Donc moi, je peux vraiment que recommander. Généralement très touchant, très émouvant. Voilà, recommander Sinjan très chaudement. Je me souviens d'un livre qui s'appelle Funérailles célestes, Oui. où elle parle de cette quête pour aller enterrer son mari, qui est assez incroyable aussi. Ouais, Sinuan, ouais. Le dernier que j'ai lu, c'était Parlez-moi d'amour. Et donc, c'est vraiment, on traverse les générations et le temps et on comprend comment les femmes euh, comprennent elles-mêmes l'amour selon l'époque à laquelle elles évoluent. Et quand on a traversé la grande famine et puis ensuite le boom des années 90 et l'ouverture et puis aujourd'hui les intelligences artificielles, c'est vraiment génial d'avoir en fait ces échanges retranscrits sur du papier de ces familles et de ces femmes. C'est vrai que dans le cas des femmes chinoises, on a l'impression que elles sont passées de siècles de patriarcat à, en fait, très violemment à une société égalitariste, communiste, où, en fait, en surface, tu as cette espèce d'égalité, mais dans la réalité par exemple, de la vie politique chinoise, il y a quasiment, enfin, il y a même pas de femmes du tout. Euh, je pense qu'au sein des grandes entreprises chinoises, les postes à haute responsabilité, c'est assez rare de voir des femmes. Donc, c'est vrai il y a cette complexité inhérente du fait que, bah, en fait, il y a toujours ces espèces de relents de sociétés très, très patriarcales, très conservatrices, mais en surface, cette espèce de vernis égalitaire. Et donc, la question du féminisme en Chine est un peu, c'est un peu un sujet bâtard, puisqu'on a l'impression que, tu vois, comme tu as cette espèce de vernis en surface, bah, du coup, le féminisme a du mal à trouver une place. Oui, Mm. puis c'est vrai que il y a 10 ans, quand j'ai commencé à étudier plus en détail les politiques chinoises, etc., je me disais, ah, mais c'est super, en fait, le communisme, ça va permettre l'égalité homme-femme. Bon, pas du tout, hein. Vraiment, vraiment pas. Donc voilà, c'est important aussi de déconstruire ces idées-là. Et puis, euh, et puis, de toute façon, la Chine va être confrontée très bientôt, si c'est pas déjà le cas, à cet enjeu de décroissance de population, de femmes qui ne veulent plus se marier, qui veulent rester célibataires, qui privilégient leur carrière ou qui privilégient juste le fait de ne pas être en couple ou marié avec des hommes et subir donc encore beaucoup de patriarcat, comme tu le disais. Et, et donc en fait, à un moment, ça va commencer à poser problème, parce qu'on a déjà des très gros enjeux de décroissance de la population. Et on a de plus en plus de femmes qui sont indépendantes et qui veulent pas avoir d'enfants. Donc, je suis très curieuse de voir comment va évoluer justement le mouvement féministe à l'intérieur de la Chine et qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer, nous, de notre côté, comme perception et comparer les approches va être un vrai sujet. Ouais, ouais, non, c'est hyper intéressant.
Apparemment, peut-être 400 millions de Chinois, je crois que c'est en 2050, avec une population qui sera très vieillissante, Mm. beaucoup de femmes qui seront indépendantes financièrement, donc qui n'auront pas forcément envie de vivre en couple. Donc ouais, ça va donner lieu à une société extrêmement différente de tout ce qu'on a connu jusqu'alors. Ouais. Merci beaucoup Marie pour ton temps, c'était super intéressant. Il y a tellement d'autres choses dont on pourrait parler, mais je vais pas te retenir trop longtemps. Euh, Merci à toi. Je pense qu'on aurait pu parler effectivement pendant au moins 3-4 heures sans problème. mais bon, ce sera peut-être l'occasion d'un autre épisode. Mais un grand merci, c'était vraiment super. Les épisodes s'enchaînent et à chaque fois, c'est l'occasion d'entendre une voix différente sur la Chine. Si vous aussi vous avez une histoire à raconter avec la Chine et que vous souhaitez la partager dans l'émission, je vous invite à me contacter par messagerie privée. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, vous avez aussi un rôle à jouer. Écrire un commentaire, partager le podcast, envoyer des étoiles, ce sont tout autant de petits gestes qui nous permettent d'aller plus loin et qui font de vous des forces de caractère.